Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Histoire et Révélation. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir le Corbeau Blanc. Un nouveau thème qu'on va aborder ce soir, on va parler de l'affaire Omar Haddad. Donc, c'est l'un des plus grands scandales judiciaires français contemporains. Pour resituer le contexte, nous sommes le 24 juin 1991 dans les Alpes-Maritimes. La victime, Ghislaine Marchal, une riche veuve, et l'accusé, son jardinier, Omar Haddad. En 1994, condamné à 18 ans de prison, puis en 98, une grâce partielle par le président Jacques Chirac. Il a toujours clamé son innocence. La scène du crime, corps retrouvé dans la cave, violemment mutilé. Coups multiples, arme blanche, plus objets contondants. Agonie estimée entre 15 à 30 minutes. L'élément central, une inscription en lettres de sang, Omar m'a tué. Et donc, dans cette interview, nous allons revenir ensemble sur les éléments de l'enquête avec le Corbeau Blanc. Alors, bonsoir le Corbeau Blanc, comment vas-tu? Ça va très bien, écoute, merci de l'invitation, merci beaucoup. Moi, j'ai vu pas mal de tes directs. Je me suis dit, tiens, ce serait pas mal que je puisse t'inviter pour parler de cette affaire. Et je sais que tu en fais plusieurs. Et donc, avant de commencer, tu peux nous expliquer comment tu as commencé, ce que tu fais? Alors moi, ça a commencé, on va dire, directement, ça a commencé au mois d'octobre sur le procès Jubilard. Donc, j'ai commencé à faire de la retranscription sur le procès en direct, donc toute la journée, je faisais des directs et puis ça a plu à beaucoup de personnes, donc du coup, ça m'a fait créer une petite communauté et ils m'ont demandé: «Qu'est-ce que tu fais après? Qu'est-ce que tu fais après?» Je m'étais jamais posé la question. Et donc, j'ai continué, donc je suis parti sur d'autres affaires et maintenant on fait en fait de l'analyse, c'est-à-dire qu'on reprend vraiment tous les faits, on reprend l'enquête, de A à Z en fait et on analyse au fur et à mesure, on remonte la chronologie et pour se faire, ses propres analyses. Donc on travaille toujours sur des affaires un peu délicates où il y a un peu, de où il y a des doutes, des zones d'ombre. Voilà, nous, ce sont les zones d'ombre qui nous intéressent, donc on travaille là-dessus. Voilà et le but de la chaîne, en fait, c'est, d'échanger énormément avec le chat, de réfléchir ensemble et de donner la parole à tout le monde et que chacun puisse faire ses hypothèses et puis voilà, avancer ensemble. Voilà, c'est de la recherche, de groupe. D'accord. Et justement, quand tu fais, tes recherches sur, ces parties d'ombre, est-ce que tu travailles seul ou tu as une équipe, derrière? Comment tu travailles? Alors moi, je travaillais, on va dire à maintenant, je vais dire maintenant à 95 seul, c'est-à-dire que j'ai toujours travaillé tout seul, que ça soit dans la recherche des informations, dans mes sources, dans tout ça. Parce que je travaille que sur du factuel, hein, voilà, on fait pas des hypothèses, on fait pas de science-fiction. Donc le but, c'est de faire un live, en fait, de choper des sources, des gens qui vivent sur place. Après moi, j'ai un petit réseau et maintenant très récemment, j'ai ouvert un Discord où j'ai créé un groupe de travail, notamment sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, où on est en train de faire des lives d'ailleurs en ce moment et là, par contre, on travaille en groupe. Sinon, toutes les affaires que j'ai fait avant cette affaire-là, j'ai toujours travaillé seul. Mais c'est vrai que là, le fait qu'on soit un peu en groupe, ça me change un peu et puis c'est bien aussi, voilà, ça permet d'avancer plus vite. On va continuer, comment tu procèdes pour tes recherches? Alors pour mes recherches, donc déjà dans un premier temps, je prends que des affaires où je vais avoir de la matière. Là, par exemple, là, ce soir, on va parler de l'affaire Omar Haddad. Sur Omar Haddad, grâce au chef d'enquête, donc Georges Sancy, qui lui a donné énormément d'éléments, énormément, que ça soit le rapport d'analyse d'enquête, que ça soit, les rapports d'autopsie, certains procès-verbaux, les auditions. J'ai beaucoup de choses sur l'affaire Omar Haddad. Donc quand, par exemple, on a beaucoup de matière comme ça, je commence d'abord à récupérer de la matière, voir un peu ce qui s'est passé parce que nous, c'est facile, hein, c'est comme quand on regarde un film et puis en fait, on est à la fin du film, donc on peut, revenir dessus, faire des pauses, revenir, donc c'est plus facile pour nous et de là, j'essaye de chercher tous ces petites, zones d'ombre et après,
À partir de là, quand je lance un live, il y a du monde, il y a pas mal de monde, qui m'écoute. J'ai un peu de chance par rapport à ça, ce qui me permet aussi d'avoir des contacts, donc des fois ce sont, des anciens enquêteurs, ça soit, des locaux, ou sinon des personnes qui ont connu une personne, des journalistes, voilà, donc il y a un peu de tout comme source. Je pioche là-dedans, on vérifie et puis, ça permet, de partir sur d'autres hypothèses, sur d'autres analyses ou d'aller plus profondément sur certaines analyses. Voilà, mais il me faut de la matière au départ. Si j'ai pas de matière, je prends pas l'affaire. D'accord, OK. Donc, on va commencer. Donc, est-ce que tu peux nous réexpliquer, l'histoire et le contexte? Alors, le contexte, en fait, donc on est le 24 juin 1991, donc on est à Mougins, dans les Alpes, maritimes. Madame Marchal a disparu, depuis au moins 24 heures puisqu'elle avait, un rendez-vous l'après-midi. Elle était invitée à manger, elle ne vient pas à son rendez-vous, les voisins s'inquiètent. Puis les voisins vont appeler, d'abord un docteur, puis la sécurité, qui s'occupe de ce quartier de la Chamade. Hem et puis les policiers vont arriver sur place, ils vont chercher dans la maison, ils vont rien trouver, ils vont descendre dans la cave, c'est la seule porte qui est fermée. De là, ils vont, trouver cette clé, ils vont essayer d'ouvrir. Ça va être, la porte va s'ouvrir, mais ça va forcer. Ça va être, ils vont dégager la porte. Il y avait derrière un lit avec un chaudron et il y a un tube en acier. Ils vont rentrer dans cette chaufferie et là, ils vont découvrir le corps de Ghislaine Marchal et surtout, ils vont trouver des inscriptions donc sur, 2 portes. Donc sur l'une, la porte, de la cave à vin où ça sera écrit: «Omar m'a tué», et sur, une autre porte: «Omar m'a té», heu, avec, le corps de Ghislaine Marchal, au bas de cette porte. Voilà et à partir de là, les enquêteurs vont sortir de cette chaufferie. Ils vont dire: «Mais qui c'est Omar?» et l'histoire commence là. D'accord, et à quel moment l'enquête, s'est-elle focalisée presque exclusivement sur, Omar, Haddad? Alors ce qui est très important de comprendre là, c'est que le basculement en fait, il se fait quasiment immédiatement. C'est-à-dire qu'on est sur une enquête où dès la découverte du corps de Ghislaine Marchal, donc il y a ces éléments chocs, ces phrases: «Omar m'a tué», «Omar m'a té» et à partir de là en fait, en réalité, l'enquête prend donc vraiment une direction extrêmement rapide. C'est-à-dire que, bon, c'est pas quelque chose qui se construit sur plusieurs jours ou sur, plusieurs semaines. Là, on est sur une focalisation quasi instantanée et ça va être très important pour la suite parce que humainement, donc on peut le comprendre, hein, on est enquêteur, on arrive sur une scène, il voit un message qui désigne quelqu'un, nommément. Forcément, ça attire l'attention, mais là, le problème, en fait, il est là justement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un suspect désigné aussi clairement, qui va être, récupéré, on va dire ça comme ça, le lendemain, sur Toulon et il va être placé en garde à vue et il va y rester tout le long. Donc ce qu'il y a d'important à comprendre, c'est qu'à ce moment-là, je pense que le cerveau humain, donc il fonctionne d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il cherche à confirmer cette hypothèse et c'est ce qui va suivre les enquêteurs, en fait, plutôt qu'à la remettre en question, puisque pour eux, Ghislaine Marchal, donc c'était son testament, elle a écrit Omar, donc pour eux, c'est Omar et vraiment l'enquête va partir là-dessus. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque, en fait, élément qui va être trouvé ensuite, il va être interprété à la lumière de cette accusation initiale. Et c'est ce qu'on va remarquer souvent dans cette enquête et les éléments qui pourraient contredire cette piste vont être soit minimisés, soit moins explorés. Donc oui, très clairement, la focalisation sur Omar Haddad est extrêmement, précoce et c'est précisément ce qui pose problème aujourd'hui encore. Mais quand on se plonge réellement dans l'affaire, c'est pas si évident que ça ne soit pas lui. Mais D'accord, ça, je pense qu'on y reviendra. OK. Donc on peut dire en quelque sorte, dès les premières heures, de l'enquête, on peut dire que c'est biaisé dès le départ? C'est ça, c'est ça. À savoir que, hem, comment dire ça? C'est-à-dire qu'une victime qui désigne son coupable, son assassin, c'est du jamais vu. Ça s'est vu une fois peut-être aux États-Unis, il y en avait qui avaient fait des recherches, mais on n'écrit pas ça, on écrit, parce qu'on n'écrit pas: «Je vais mourir» par exemple, ou «Il m'a tué».
On va être plus dans un message d'espoir et là, c'est vraiment assez particulier. Mais mais quand on a une scène de crime comme ça avec un message qui accuse quelqu'un, le cerveau, il va naturellement considérer cette information comme centrale et ça, je c'est pour ça que je jette pas la pierre aux enquêteurs, parce que c'est quelque chose, d'unique, quoi. Donc le biais de confirmation, c'est exactement ça. On privilégie les éléments qui vont dans le sens de l'hypothèse initiale et on accorde moins d'importance à ceux qui le contredisent. Mais c'est tout à fait, logique et humain, en fait. Donc oui, parler de biais d'enquête, ce n'est pas accusé gratuitement, hein. C'est juste une lecture qui est aujourd'hui largement partagée, notamment par des experts, par des journalistes et même par l'opinion publique. Parce que quand vous demandez aux gens, «Est-ce qu'Omar Haddad est coupable?», les gens pensent qu'il est, 100 innocent aujourd'hui. Alors que c'est pas du tout le cas. Il est toujours considéré coupable par la justice aujourd'hui, encore. Il se bat d'ailleurs toujours pour ça. Heu, mais mais dans l'inconscient collectif, les gens pensent que c'est toujours lui le coupable, que c'est toujours lui, enfin, qu'il a été innocenté, alors que c'est pas du tout le cas. D'accord, et donc l'absence de traces, matérielles, ça aurait dû peut-être, freiner les enquêteurs au départ aussi? Alors là, clairement, je suis 100 d'accord avec ça. C'est-à-dire que ça, c'est quand même le point central et surtout sur une enquête. Donc c'est-à-dire que dans une enquête criminelle, surtout pour un meurtre comme ça, qui est assez, barbare, on va dire, on reviendra après sur les blessures si tu veux, qu'a subi madame Marshall. Mais en fait, on attend toujours des éléments matériels solides. C'est-à-dire que, des traces ADN, par exemple, donc il y en a eu, mais aucune qui correspond à Omar Haddad. Des empreintes digitales et là, c'est le gros point noir de l'enquête, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé d'empreinte exploitable, sachant la scène de crime qui est quand même assez particulière avec beaucoup de sang, qu'on ne trouve pas des empreintes, c'est quand même, voilà, on trouve des empreintes de personnes. Donc ça, c'est quand même un gros problème dans l'enquête. Des éléments physiques qui relient directement aussi un suspect à la scène de crime, on va rien trouver. En fait, on ne trouve rien à part les inscriptions «Omar m'a tué». C'est tout. Mais en plus, si je comprends bien, la pièce où elle a été retrouvée, elle a été fermée de l'intérieur Ouais, c'est ça. et Non, non, c'est-à-dire donc ça a été vérifié. Alors il y avait une toute petite ouverture, dans la cave à vin. Alors à l'époque, c'était, Paris Match qui avait sorti cette information et vous avez le journaliste Kern là qui avait fait des photos de cette petite ouverture. C'est des petites aérations donc, pour la cave à vin, pour le vin, mais, il y avait qu'une issue, c'était vraiment cette porte qui était, fermée de l'intérieur par un lit pliable et un tube, métallique, et un chevron de bois. comment ils ont fait pour, justement bloquer cette porte, Alors, ça c'est un élément très, très, très important parce que c'est ce qui condamne, enfin, c'est ce qui a condamné Omar Haddad, pour la justice et pour les enquêteurs aussi d'ailleurs. Ce qui a fait le principal suspect aussi, c'est ce montage. Donc les enquêteurs quand ils arrivent, qu'ils ouvrent la porte, ils ont du mal à ouvrir. Derrière donc, ils vont, pousser un lit pliable qui pèse 12 kilogrammes. Ils vont le pousser, ils vont le faire tomber et quand ils vont ouvrir la porte complètement, après donc, les experts, par rapport à l'usure du tuyau, du chevron, ainsi que des traces de sang sur le lit pliable, ils vont, imaginer le montage qu'il y a eu. Donc le lit qui est posé avec le tuyau qui passe sous la porte, le chevron qui fait contre-appui et c'est un montage assez particulier, bien pensé et qui bloque la porte. Sauf que ce montage, le vrai montage, en fait, on peut pas le connaître exactement puisque les enquêteurs, quand ils ouvrent la porte, ils dégagent, ce lit. Sauf qu'au niveau de l'enquête et au niveau de la justice, ils vont dire que c'est madame Marshall qui a fait ce montage puisqu'on ne peut pas le faire de l'extérieur et donc si c'est elle qui a fait ce montage, c'est donc elle qui a écrit: «Omar m'a tué». Donc cet élément de l'enquête et c'est le point central, en fait. C'est-à-dire que si la défense, c'est ce qu'ils ont essayé de faire, de démontrer qu'on pouvait faire ce montage de l'extérieur. Si c'est démontré, ça peut être n'importe qui. À partir du moment où on peut pas faire ce montage de l'extérieur, bah, pour eux, c'est forcément Ghislaine Marchal. Donc si c'est Ghislaine Marchal qui fait le montage, c'est Ghislaine Marchal qui écrit sur les portes et c'est ce qui a été retenu, par l'enquête et par la justice. donc en gros, on peut supposer qu'elle a été peut-être poignardée dans une autre pièce, elle a voulu s'échapper au meurtrier, elle s'est cachée dans cette pièce-là, elle a fait
ce fameux système pour bloquer, puis elle a écrit sur le mur et puis elle est décédée sur place, on peut dire ça? C'est ça. Alors le scénario qui a été, retenu, c'est-à-dire que donc la personne donc, Omar Haddad puisque c'est lui qui est inculpé dans l'enquête donc, Omar Haddad arrive, vient demander une avance à Ghislaine Marçal qui se trouve dans la chaufferie. Elle est là, soi-disant pour faire un réglage, de la chaufferie donc, pour faire chauffer l'eau, de sa piscine. Omar Haddad, rentre, demande une avance, elle refuse. Là, il se saisit du chevron, qui va servir aussi au montage. Avec le chevron, il va taper sur la tête de Ghislaine Marchal. Elle, elle va se protéger avec ses mains. D'ailleurs, il y a presque un doigt qui va être, qui va être sectionné. Puis, il va prendre, un couteau, enfin, une lame tranchante des 2 bords qui fait minimum 20 centimètres. Il va, lui planter, presque, je crois que c'est 11 coups de couteau. Il va perforer son foie 3 fois, il va l'éventrer, ses viscères vont sortir. Il va quasiment l'égorger, aussi. Donc la tête tient difficilement, mais elle tient. Plus beaucoup d'ecchymoses, beaucoup de coups. Lui ressort, repart travailler chez la voisine, donc madame Pascal et avec toutes ses blessures donc ça c'est l'enquête, hein, tout ce que je vous dis là, c'est le scénario de l'enquête. Avec toutes ses blessures, Ghislaine Marchal va ramper, va aller faire le montage du lit, donc un lit qui fait 12 kilogrammes avec toutes les blessures que je vous ai dit. Elle va pousser le lit, elle va faire ce montage avec le chevron plus, le tuyau qu'elle va trouver pour bloquer la porte. Elle va écrire: «Omar m'a tué». Elle va éteindre la lumière de la pièce et elle va retourner au fond de la chaufferie et là, dans le noir, elle va écrire: «Omar m'a té» sans que les lettres ne s'entrecroisent et elle va donc Omar m'a té, donc on sent l'agonie dans l'écriture, puis elle va s'écrouler par terre. L'agonie, entre le moment, des coups et la mort, le médecin légiste, lui, estime l'agonie entre 15 et 30 minutes. Donc ça c'est-à-dire que c'est dans ce créneau-là qu'elle aurait donc fait le montage, puis écrit sur les et puis écrit sur les portes. Voilà. Donc ça, c'est le scénario qui a été retenu par la justice. Ça me paraît incroyable, hein, quand même, hein. Et oui, c'est ça. La Alors, dame, elle est éventrée, sa tête, elle tient presque plus, elle a plusieurs coups de couteau et elle arrive à faire tout ça encore. elle a un œdème au cerveau. Elle est Hercule ou quoi? Donc les experts vont dire elle était en état de le faire, malgré tout ça. Après, en fait, il va y avoir beaucoup d'expertises. Alors il va y avoir d'abord une expertise sur son état de santé. Est-ce qu'elle était capable physiquement de faire tout ça? Donc les experts, eux, vont dire que oui. Après, il y a d'autres experts, d'autres légistes, sur des contre-enquêtes qui eux, vont dire: «Non, c'est impossible». Des enquêtes, il va y avoir des experts sur la graphologie aussi, sur l'écriture des portes parce qu'avec toutes ces blessures, on n'écrit pas pareil. Est-ce que c'était bien elle qui a écrit? Est-ce qu'on s'est pas servi de sa main pour écrire, à la place, pour faire désigner Omar? Bon, eux, les experts vont dire qu'ils sont, sûrs aux 3/4 que c'est Ghislaine Marchal, ça c'est ce qui va être dit, hem, au procès. Donc voilà, c'est Ghislaine Marchal aux 3/4 qui a écrit. Ça sera la conclusion, donc c'est assez fou et voilà. Donc après, Yes. c'est assez Est-ce compliqué. Ouais, un croquis de où on a trouvé donc la victime. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce schéma? Comment il a été constitué? Le positionnement du corps et tout? Voilà, donc ça, c'est important. Donc ouais, on voit ma souris. Donc là, vous avez la porte d'entrée, là où il y a eu le fameux montage. Ici, on est sur la porte de la cave à vin où vous avez Omar m'a tué. Donc elle se fait, agresser sur cette partie-là. Une fois que, l'auteur part, donc ça, c'est toujours pareil, c'est le scénario des enquêteurs. Là, elle le rampe comme ça. Je refais le scénario comme ça sera peut-être mieux. Elle le rampe comme ça. Là, elle va à la porte, elle écrit: «Omar m'a tué». Puis elle fait le montage. Elle éteint la lumière qui se trouve ici, sur le mur. Là, toujours en rampant, elle arrive ici. À partir du milieu de la pièce, là, elle se lève jusqu'à la porte de la chaufferie ici. Ici, elle va écrire: «Omar Maté» et on va la retrouver dans cette position, les bras levés. À savoir qu'il y a un médecin légiste qui dit que quand on a le foie perforé,
et il est triplement perforé. On peut pas lever le bras parce que la douleur, est trop forte. Donc là, on va retrouver cette position du corps et elle avait donc juste un peignoir et d'accord, rien et le peignoir va être relevé comme si enfin, pour moi, cette position me fait penser plus à quelqu'un qui aurait tiré le corps, par les bras ou par les jambes, surtout par les jambes, pour que le peignoir se relevait vers le haut mais les enquêteurs vont dire que non, c'est une position naturelle. Voilà, tout court. d'accord. Vu le positionnement de son corps avec les bras levés, forcément, s'il y a quelqu'un qui l'a tiré, les bras, ils vont se relever au-dessus? C'est ça, D'accord. c'est ça. C'est-à-dire que si on la tire par les pieds, forcément les bras, si elle est déjà décédée à ce moment-là, parce qu'il faut bien comprendre que quand, d'après le scénario des enquêteurs, donc quand elle écrit Omar m'a tué, elle peut pas finir, le mot tuer. Elle Oui, tombe là, elle agonise là et on la retrouve dans une position donc ça veut dire qu'elle peut pas finir le mot, mais elle a quand même la force de rentrer, de se mettre dans cette position qui n'a rien à voir. Voilà, donc ça c'est très intriguant, hein. C'est très, très c'est ça. intriguant. Plus intriguant, c'est encore après. Mais Vas-y. ce qui est intriguant aussi dans rien que la chaufferie et la première porte où il y a marqué «Omar m'a tué», j'imagine, à sa place, avec tout ce qu'elle a reçu, qui est presque en train de mourir. Je me dis, déjà en rampant dans l'état actuel où elle était, allez, il faut, plus d'une demi-heure, hein, je pense, hein. Alors, Parce que voilà tu as tous après, ces viscères qui traînent, tu as la douleur, si en plus tu as les 3 fois le poumon perforé, je t'explique même pas les douleurs qu'il y a doit avoir. les médecins légistes, les experts qui ont dit qu'elle a été capable de faire ça, donc eux, ils ont dit c'est-à-dire que dans un moment, où il y a une grosse montée d'adrénaline comme ça, voilà, ça va, pour eux, c'était possible. Voilà et donc c'est vraiment une agonie entre 15 et 30 minutes. Ça, c'est le truc qui a arrêté vraiment. Donc si elle a fait tout ça, c'est en 30 minutes avec toutes ses blessures et surtout, ce le montage du lit. Parce que c'est quand même un montage un peu, c'est quand même, Assez il faut y complexe. penser, quoi. Voilà, c'est Ouais, pas, elle a pas juste posé le lit comme ça. Il y a vraiment le c'est ça. montage avec le chevron, le tuyau qui passe dessous. Donc les avocats donc ça, c'est quand même un élément très, très, très important. Les avocats de la défense ont voulu démontrer qu'on pouvait le faire de l'extérieur. Donc ils ont fait ça pendant une sorte de reconstitution, donc c'est plus une mise en situation. Et eux, ils vont dire qu'ils ont réussi, alors que finalement non, en vrai, ils ont jamais réussi à le faire. Heu et il y a eu une autre technique avec une sorte de sangle où c'était possible de le faire. Mais est-ce que ça a été fait comme ça? Ça, de toute manière, ben, on le saura jamais. Est-ce que le vrai positionnement du chevron avec, le tuyau plus le lit, il était vraiment comme ça? Ça, on peut juste l'imaginer par rapport aux traces d'usure qu'on a retrouvées donc sur le tuyau et sur le chevron. Voilà, il y a quand même beaucoup d'incertitudes par rapport à tout ça, mais c'est effectivement, si c'est, Ghislaine Marchal qui se barricade, c'est forcément elle qui écrit. Donc c'est, la grosse interrogation de cette histoire. Ouais. En supposant avec, des cordelettes, par en dessous et tout, il faut bien maîtriser la technique quand même, hein. C'est ça, c'est ça. Donc ça se fait, il y a une vidéo d'ailleurs, où des journalistes ont fait la démonstration, donc ça se fait. Voilà. Après, je sais OK, pas. OK et justement, est-ce que l'inscription «Omar m'a tué», peut-elle suffire, à elle seule? Heu, moi j'y crois pas trop à ça, parce que, une preuve en fait aussi forte, heu, pour moi c'est une preuve symbolique. Donc ça peut pas suffire à elle seule, dans une affaire aussi, grave quoi. Parce que de dénoncer une personne, à sa place, c'est quand même, facile à faire et cette inscription, elle est, en fait, elle a une puissance émotionnelle je trouve et tout le monde se souvient de ça, de cette porte, même les gens qui connaissent pas l'histoire, voient cette inscription. C'est choquant, c'est marquant, mais juridiquement, en fait, ça pose énormément de questions. C'est-à-dire que déjà dans quelles conditions ça a été écrit? Par qui exactement ça?
On n'a pas la preuve à 100 que ça soit Ghislaine Marchal, donc ça, c'est très important. Mais je trouve qu'il faut autre chose. Décrire juste, une personne, voilà, Omar m'a tué, sans sans d'autres éléments. Alors les enquêteurs vont dire qu'il y en a d'autres, hein, mais 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 pour moi non, c'est pas la preuve irréfutable, quoi. C'est pas, c'est pas la preuve irréfutable, non, loin de D'accord, là. Sinon OK. c'est trop facile. Bah oui, et justement, quelle valeur accorder à une preuve écrite, dans des conditions extrêmes? Hem, je pense qu'il faut être très prudent, parce que là, on parle donc d'une personne qui est gravement blessée, en situation d'agonie, et dans ces conditions, déjà, bon, les capacités, physiques, mais aussi les capacités cognitives, hein. C'est-à-dire qu'il faut quand même de la réflexion pour faire le montage, du lit, de la réflexion même pour écrire. Écrire dans le noir, je vous lance un défi. Essayer d'écrire dans le noir, sans que les lettres se superposent, c'est déjà un exploit, et le faire quand on est dans un état d'agonie, c'est encore plus dur. Écrire, ça demande de la coordination, de la lucidité, de l'énergie, et dans un état critique comme ça, est-ce que c'était possible ou pas? Ça, je j'ai pas la réponse. Donc oui, c'est possible qu'une personne écrive dans des derniers instants comme ça existe, mais est-ce que c'est fréquent? Non, comme je vous l'ai dit, hein, c'est presque du jamais vu qu'une victime dénonce son assassin comme ça, et surtout, parce que là, on parle pas de mots, on parle d'une accusation précise. Pourquoi écrire «m'a tué»? Parce que c'est ça aussi qui est important. Je sais pas, moi, si jamais demain je dois écrire le nom je vais écrire juste le nom de l'assassin, surtout en agonie. Je vais pas écrire «Omar m'a tué». Omar aurait suffi. Donc il y a plein de questions comme ça qui se voilà. Donc c'est pour ça qu'accorder autant de valeur, à ces écritures, pour moi, c'est, c'est pas possible de condamner quelqu'un, juste sur ça. C'est pas possible. Et par la suite, est-ce que tu penses que le jury a été influencé par une, preuve émotionnelle plutôt que scientifique? Alors, hem, c'est très délicat ce qui s'est passé pendant les délibérés. Donc, pendant les délibérés, vous savez, donc, vous avez donc le juge avec 2 magistrats, assesseurs professionnels, plus, 6 jurés. Ce qui s'est passé, donc il a été condamné à 18 ans, mais avec, des circonstances atténuantes, ce qui est quand même, incroyable. Les circonstances atténuantes, je parle, parce que dans un acte comme ça, c'est soit on est condamné, vraiment, ou enfin il y a pas de circonstances atténuantes, et par la suite, on a appris, et ça c'est très intéressant, vous savez, donc vous devez, si vous êtes juré, vous avez pas le droit de dire ce qui s'est passé en délibération. Sauf qu'il y a 2 jurés qui ont parlé, qui ont été interrogés par des journalistes, et qui ont dit en fait que ils ont subi une certaine pression, et c'est pour ça qu'il y a eu des circonstances, atténuantes sur la peine. Le président, lui, était persuadé que c'était Omar Haddad. Apparemment, les jurés n'étaient pas tous d'accord, donc on était plus parti sur un acquittement, et ça a duré, ça a duré, ça a duré, et finalement, il y a eu une sorte hem, comment dire ça? Heu, Compromis? de compromis en disant: «Bon écoutez, on le condamne, on met les circonstances atténuantes, comme ça il fera la moitié de sa peine, il sortira», et ça, c'est sorti. Donc D'accord. les journalistes ont été condamnés, et les jurés aussi. Et les journalistes qui ont sorti cette information ont été condamnés. Donc oui, il y a eu il y a eu des pressions, et si sur une preuve émotionnelle, oui, mais ça après ça fait partie du jeu du tribunal. C'est-à-dire que, le dernier jour, le président a fait venir, les portes. Il les a mis devant les jurés. Donc là, d'un coup, ils avaient ces portes avaient marqué en gros: «Omar m'a tué» en lettres de sang. Forcément, ça influence. Ouais, Et c'est clair, et justement par rapport à cette affaire, comme tu l'as bien expliqué, Omar, il a été, condamné à combien d'années de prison? donc il a 18 ans. OK, et il lui reste encore, combien de temps encore à purger? Alors, il a fait alors attends, il faut que je retrouve exactement, parce qu'il a fait 7 ans, et après il a eu une grâce partielle. OK. Alors attends, que je dise pas de bêtises quand même.
Heu, Il est toujours en France? ah oui, toujours en France, ouais, ouais. Donc il a été, condamné donc en 94 donc à 18 ans de réclusion criminelle, avant de bénéficier donc en 96 d'une grâce, partielle donc qui sera accordée par Jacques Chirac. Voilà et donc il a été mis, il est sorti de prison. Depuis, il n'est jamais retourné en prison. Depuis, il s'est passé des choses. Lui, il se bat toujours pour prouver son innocence, encore aujourd'hui. Moi, à cette époque, donc il y a je faisais je faisais, cette affaire il y a 2 mois, je crois, à peu près, 1 mois et demi, 2 mois. Donc j'avais eu des nouvelles, par son fils, donc bon, lui, physiquement, c'est très dur pour lui, psychologiquement aussi. Cette histoire l'a vraiment, miné et surtout, il veut laver son honneur. Il veut qu'on reconnaisse son innocence. Donc il y a eu plusieurs demandes en révision qui ont toutes été rejetées. Quand on a trouvé de l'ADN, avec les nouvelles technologies, il a été le premier à vouloir dire: «Ben moi écoutez, je donne mon ADN». Il est allé à ses frais à Paris, donner son propre ADN et pour faire des vérifications donc ça n'a pas du tout matché avec lui. On trouve aucune trace d'ADN d'Omar Haddad sur la scène de crime, donc ça, c'est quand même un élément important mais au niveau de la justice, il est toujours considéré comme, le meurtrier de Ghislaine Marchal. Même s'il est plus en Ouais, prison, mais officiellement, c'est toujours lui le coupable. Ouais. d'accord. Est-ce que sa famille, quand il a été condamné, ça ils ont été fracturés? C'est-à-dire que, personne n'a voulu rester en contact avec lui ou plutôt au contraire, la famille s'est plutôt, resserré les coudes pour essayer de blanchir Omar ou pas du tout? Alors en fait, ça va même au-delà de la famille. C'est-à-dire que Omar Haddad, cette histoire, elle va au-delà de l'affaire Ghislaine Marchal. C'est-à-dire que même au niveau, du procès, il y a eu un engouement, médiatique et on va dire une bien-pensance, de gauche, hein, parce que c'était ça, notamment avec, Rouard, donc l'académicien et qui a même écrit un livre, sur l'affaire Omar Haddad. Donc une partie des Français, crie à l'injustice, pense que c'est, une condamnation, raciste. Voilà, c'est ce qui sera dit. Donc vous allez avoir quand même une grosse partie de l'opinion publique qui sera avec Omar Haddad. La grâce présidentielle, elle ne vient pas pour rien, c'est-à-dire que cette affaire, va aller jusqu'au Maroc et au Maroc donc à l'époque, c'est, Hassan II, qui va faire cette demande à Chirac et donc il va avoir la grâce partielle en 96, il sera libéré en 98 et et voilà, c'est une affaire quand même, très politique aussi et voilà donc la famille bien sûr a toujours été avec lui. Là aujourd'hui, c'est maintenant son fils qui prend un peu le relais, mais il a été très, très, très entouré. Voilà et médiatiquement, on va dire que l'opinion publique est plus en faveur d'Omar Haddad. Aujourd'hui, de dire qu'il est peut-être coupable, c'est aller à contrevent. Alors qu'il y a des éléments qui peuvent le faire penser. Et vu que tu as été en contact avec, son fils, actuellement, il se trouve dans quelle situation? Omar Haddad? Oui, Donc il est en dépression, voilà, pour être clair. Il est en dépression, physiquement, oui, voilà, il travaille pas, donc il est toujours sur Toulon, voilà. Voilà, c'est pas la grande forme, on va dire. Et c'est pour ça que c'est son fils en ce moment qui prend un peu le relais et puis il est fatigué de tout ça et il se bat, hein, toujours, hein, comme il dit, pour lui, lui, il veut prendre le risque d'un deuxième procès. Donc, comme il dit: «S'il y a un deuxième procès, qui c'est qui prend le risque? C'est moi, c'est personne d'autre». Il y a eu 2 demandes, en révision, les 2 ont été rejetées. Donc il y a eu une enquête, hein, qui a été faite, hein, pour savoir s'il y avait assez d'éléments pour faire un nouveau procès. D'après les nouvelles enquêtes qu'il y a eu, de la cour de révision, il y avait pas assez d'éléments aujourd'hui pour qu'il y ait un autre procès ou pour, inculper peut-être une autre personne. Il y a pas assez d'éléments aujourd'hui. Donc pour l'instant, comme il y a pas assez d'éléments, on reste sur le premier jugement qu'il y a eu. À cette époque-là, il y avait pas d'appel. D'ailleurs, c'est après l'affaire Omar Haddad, qui a fait un peu jurisprudence par rapport à tout ça et que, il y a eu la notion d'appel, qu'il y a eu droit que les gens ont eu droit à un second procès. Ça part vraiment de l'affaire Omar Haddad. Donc ça a été important aussi pour la justice française, cette histoire. Hem, voilà. Donc aujourd'hui, il est dans un état, voilà, qui c'est un mec, qui se bat pour son honneur. OK. Donc on va retourner sur l'énigme de l'affaire.
Est-ce que tu penses qu'il était possible que quelqu'un d'autre ait écrit ce message? Hem, Qu'est-ce que si l'enquête dit actuellement? l'enquête pour eux, c'est Ghislaine Marchal, qui a écrit D'accord. qui a écrit. Après il y a en fait, il y a un gros point noir qu'il faut bien connaître sur cette affaire-là. C'est, et qui est très, très important parce que c'est ce qui fait tout. C'est, il va y avoir une première expertise donc à la levée du corps et on va amener donc le corps au médecin légiste et le médecin légiste va dire, que Ghislaine Marchal est décédée le 24 juin. Parce qu'il y a un élément, c'est-à-dire qu'elle a les yeux, ça fait une sorte de, comment dire ça? Heu, Dans les yeux en fait, pendant 6 heures, vous avez encore la couleur de vos yeux, et quand vous êtes décédé, au-delà de 6 heures, vous perdez la couleur de vos yeux Oui, et quand ils ont récupéré le corps de Ghislaine Marchal, donc elle avait encore, cette couleur. Donc pour eux, c'était, la mort pouvait être maximum, 6 heures, voire à 8 heures, maximum et ça restait donc sur le 24 juin. 3 médecins légistes vont faire, un 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 1er rapport d'autopsie en mettant la date de la mort, le 24 juin. Sauf que le 24 juin, Omar Haddad, il fête, il fait une fête, musulmane, à Toulon avec sa famille. Donc ça, le 24 juin, ça c'est sûr. Il est à Toulon, il prend le train le matin, donc voilà. Sachant ça, les avocats d'Omar Haddad vont de suite chez le juge d'instruction en lui disant: «Bah, écoutez, mon client est innocent puisque le 24 juin, il était à Toulon». Donc le juge d'instruction ne comprend pas, va appeler les médecins légistes et là, les médecins légistes, quelque temps après, vont renvoyer un rapport d'autopsie en disant que finalement, ils se sont trompés. Elle est pas morte le 24 juin, mais il fallait lire le 23 juin, qu'ils ont fait une faute de frappe. Donc ça, c'est un élément important et le 23 juin, Omar Haddad, lui, par contre, il travaille chez la voisine, chez madame Pascal. Et ils vont ne dire que la date de la mort peut correspondre pendant la période de la pause, du déjeuner d'Omar Haddad. Et c'est vrai que pendant cette pause-là, il a un alibi qui tient pas trop la route. C'est-à-dire que dans cette pause-là, lui, il va dire: «Je me suis arrêté à telle boulangerie». On va vérifier finalement, bon, lui donc il va dire qu'il travaillait chez madame Pascal, que, il s'arrêtait à midi, qu'il est rentré chez lui, que sur la route, il s'est arrêté dans une boulangerie et après il est allé manger chez lui. Il a mangé un bout de pain avec du fromage devant le Juste Prix, et à 13 heures et après, à la fin de sa pause, il repart, il s'arrête à une cabine téléphonique, il téléphone, à sa femme qui elle est déjà à Toulon et il retourne travailler chez madame Pascal. Lui, c'est ce qu'il va dire. Sauf que quand on va vérifier cet alibi-là, les enquêteurs vont s'arrêter à la boulangerie, il y a personne qui le reconnaît. Sachant qu'il y a une deuxième boulangerie à côté, les enquêteurs n'y sont pas allés, mais les enquêteurs disent que c'est bien Omar Haddad qui a désigné cette boulangerie-là avec une vendeuse. Elles vont pas le reconnaître, vont pas se souvenir qu'il est venu à la boulangerie. Il va dire que quand il est arrivé chez lui, il a reconnu, 2-3 personnes. Ces 2-3 personnes ne se souviennent pas avoir vu Omar Haddad, mais par contre, ils étaient bien présents à ce moment-là. Voilà, donc il va voir ça et c'est vrai que cet alibi, il est pas, voilà, il est pas béton. Voilà, donc ouais, c'est bancal, quoi. c'est un peu bancal. Mais c'est pour ça que l'heure de la date de la mort, c'est ce qui dit tout, en fait, par rapport juste à Omar Haddad, hein, parce que bon, si c'est le 24 juin, c'est pas lui. C'est pas possible. D'accord. Si c'est le 23 juin, ça peut être lui. Il peut avoir un créneau avec lui, sachant que le matin, il coupe de l'herbe aussi. Ça, c'est très important. Chez madame Pascal, toute la matinée, il coupe de l'herbe et dans la chaufferie, quand on coupe de l'herbe, généralement, on a toujours un peu des brins d'herbe sur nous. Oui, Les enquêteurs ne vont jamais retrouver la moindre trace d'herbe dans la chaufferie. Quand l'après-midi, il va retourner travailler, il sera habillé avec les mêmes habits le matin que l'après-midi. Il n'aura jamais une tache de sang sur lui, sachant que c'est un assassinat, assez violent. Il y a des il y a vraiment du sang de oui, partout. Ils vont même pas retrouver du sang sur les chaussures. Par contre, ils vont retrouver de la poussière qui pourrait être de la chaufferie, mais ils peuvent pas la dater. Donc, sachant qu'il est peut-être allé dans la chaufferie, il était allé au mois d'avril, ça c'est sûr avec son frère, mais, voilà. Mais il y a aucun élément, pas d'empreinte, on retrouve pas, on retrouve rien. Voilà, il y a que l'inscription «Omar m'a tué» et le fait que cette porte a été fermée avec, ce lit pliant et pour les enquêteurs, ça peut être que madame Marchal. Donc si c'est madame Marchal qui bloque cette porte, c'est madame Marchal qui écrit et si elle écrit «Omar m'a tué», c'est que c'est Omar. Voilà, en fait, ça se résume à ça l'enquête, hein, quasiment, hein. ouais.
De toute façon, quand on regarde, il y aurait pas eu cette phrase, je suppose qu'il aurait pas été condamné Exactement, exactement. et du coup, il y a d'autres éléments de l'enquête qui peuvent, changer cette affaire ou d'autres pistes? Alors oui, il y a eu beaucoup de pistes. Il y a donc en fait, dans les prélèvements ADN, c'est-à-dire que dans le sang, retrouvé donc sur la porte, sur les inscriptions, dans le sang mêlé, à l'écriture, on a trouvé 4 ADN. Il y a un ADN qui a matché à 80 avec quelqu'un, mais c'est pas suffisant pour aller plus loin, parce que voilà, il faut que ça soit du 100. Il y a eu d'autres pistes, notamment avec, 2 frères qui tenaient une pizzeria. Ça, c'était moi, je vous parle des pistes sérieuses. Donc la cour de révision a fait une enquête par rapport à ça. Ils ont essayé de remonter. Soi-disant, c'était une pizzeria où madame Marchal allait souvent, et ça aurait pu être des commanditaires qui auraient, demandé, à madame Marchal parce qu'il y avait tout un scénario qui avait été fait aussi, imaginé, puisque vous savez donc comme je vous disais, on ne sait pas entre le 23 et le 24 et sachant qu'elle a reçu beaucoup de coups de couteau. Ce que je t'ai pas dit aussi, qui est très important, c'est que tous les coups de couteau qu'elle a reçus, aucun n'était mortel. C'est l'ensemble des blessures qui amènent à l'agonie, qui amènent à la mort. Aucun des coups n'est mortel. Donc, il y avait on pouvait imaginer un scénario, sachant que on retrouve le corps le 14, qu'à partir du 13, on sait que, bah, on n'a plus de nouvelles d'elle. Donc il y avait peut-être un scénario en se disant, sachant qu'elle avait un coffre aussi chez elle, que peut-être, le 13, on l'avait séquestrée dans la cave, on l'avait peut-être un peu torturée avec des petits coups de couteau pour la faire parler et finalement elle serait décédée le 14. Le 24 pardon. Ce qui aurait été, un scénario, logique, au fond, hein. Enfin, du moins, une hypothèse solide. Donc avec d'autres hypothèses, on peut faire un autre scénario. Mais il y a pas assez d'éléments, voilà, on a rien. Il y a rien, il y a rien. C'est ça. D'après la cour de révision, alors il y a eu beau après il y avait ce qui le problème qu'il y a eu, c'est que beaucoup de personnes, ont touché les portes. Donc il y avait beaucoup de pollution aussi. Donc c'est pour ça qu'ils se sont concentrés vraiment sur ces ADN qui étaient mêlés avec le sang. Et donc l'avocate d'Omar Haddad, elle, bon, s'est dit, si c'est mêlé avec le sang, ça peut être forcément parce qu'elle part du principe qu'on a pris la main de madame Marshall pour écrire, heu, pour faire l'inscription. Donc pour elle, bon, c'était quelqu'un, soit un complice, soit l'assassin, quoi. Sauf que, cet ADN, d'après la cour de révision, d'après l'enquête qu'il y a eu, il est on peut pas encore, aujourd'hui, s'en servir. Du moins pour D'accord, inculper quelqu'un. OK et justement, par rapport à cette inscription qu'il y a eu dans la porte, lui a fait défaut parce qu'il y a une faute, grammaticale? Est-ce que c'est un détail, un indice majeur qui a pu, aux enquêteurs déterminer de dire que c'est lui? Alors, Ça a joué, ça a une importance aussi ou pas? c'est ça, c'est-à-dire que la défense s'est servie de ça en disant, madame Marshall ne peut pas faire une faute comme ça. Les enquêteurs vont dire: «Si, si, elle écrivait souvent à l'infinitif». Donc, ils vont trouver des notes, qu'elle donnait donc, elle me mettait par exemple: «Biner le jardin». Donc c'est des ordres qu'elle donnait pour le jardinier, donc pour Omar Haddad. Elle mettait, enfin pour les gens qui travaillaient pour elle, par exemple, biner le jardin, balayer la cour. Donc c'est vrai, mais elle écrivait à l'infinitif, mais ce qui est normal. Quand on écrit balayer la cour, c'est normal d'écrire balayer ER. Et donc les enquêteurs se sont servis de ces notes-là pour dire: «Regardez, elle écrivait toujours à l'infinitif». Donc je sais pas, je sais pas. Pour moi, c'est quand même un élément, après elle est dans un état tellement c'est ça paraît difficile. Après vous avez plusieurs versions par rapport à ça. Il y en a d'autres qui ont dit aussi et je trouvais ça intéressant et d'ailleurs c'est sur mon live à moi et je pense que ça personne ne l'a entendu. Pourquoi pas madame Marshall, on lui aurait pris sa main en lui faisant écrire: «Omar m'a tué» et peut-être qu'elle fait exprès de faire la faute d'orthographe pour montrer que c'est pas Omar. Ça peut être aussi une hypothèse, si jamais Ouais, on la force à écrire pour disculper Omar parce qu'elle aimait beaucoup Omar.
Heu voilà. Donc moi, les enquêteurs, par contre, sur ce point-là, ne m'ont pas du tout convaincu par le fait que c'était une faute qu'elle faisait souvent. Parce que pas du tout, elle faisait des mots croisés où elle faisait pas de faute. Il y a plein de On a trouvé plein d'écrits où elle fait pas de faute, quoi, voilà. Donc c'est vrai que c'est étonnant, c'est étonnant. Et en termes de crédibilité, la répétition des inscriptions, est-ce que ça renforce encore plus cette mise en scène? Je trouve. Moi, c'est mon point de vue. Je trouve aussi, je pense que de l'écrire une fois, ça suffit. D'écrire Omar tout seul, ça aurait suffi, hein, en lettres de sang, je pense que les enquêteurs, auraient compris. Écrire Omar m'a tué, répéter ça 2 fois, je sais pas. Je vous dis, c'est quelque chose d'unique. On peut pas se baser sur quelque chose, où ça s'est déjà vu, ça ne s'est jamais vu. Enfin, du moins en France, quelqu'un qui écrit comme ça, qui désigne sur un assassin en lettres de sang avec son propre sang, c'est du jamais vu. Donc oui, ça fait penser vraiment à une mise en scène, quoi. Heu, Moi, ça, c'est mon avis. Mais après, les enquêteurs, eux, ont pensé que non, que c'était, le testament de madame Marshall. OK. On a parlé de cette affaire, on a parlé de Omar, mais on n'a pas parlé, de la famille de la victime, Mmh. qui est quand même très important, la famille. Qu'est-ce qu'ils pensent de toute cette histoire? Comment ils voient les choses? Parce que comme tu l'as bien précisé, Ghislaine appréciait beaucoup Omar, donc comment, ils ont vu, cette affaire, la famille? Alors la famille, après, c'est très délicat. Il faut savoir que, ils ont été suspectés. Parce que quand quelqu'un, une riche héritière comme ça, décède, on se dit, la première question qu'on se pose, c'est: «À qui profite le crime?» Bah, à qui profite le crime? Elle a un seul héritier, son fils. Et on sait que son fils, il y a plusieurs témoignages qui disent, qu'il avait besoin, d'argent pour créer une nouvelle société. Hem, il a été vu quelque temps avant demandant de l'argent à sa mère. Donc il a été suspecté, du moins par la défense. Par les enquêteurs, jamais. Hem, il y a eu quelque chose qui a été fait aussi qui est très rare. C'est-à-dire que et qui a mis de la suspicion encore plus sur la famille. Heu, c'est-à-dire que Ghislaine Marchal, à partir du moment où, son corps donc, après le rapport d'autopsie, il s'est passé le rapport d'autopsie n'était pas encore sur le bureau du juge d'instruction, que la famille avait déjà fait incinérer le corps. Alors qu'auparavant, 20 ans auparavant, elle avait déjà acheté son caveau familial pour être, enterré, quoi. Donc tout ça, ça a été des éléments qui ont mis la suspicion un peu sur la famille. Puis aussi l'attitude de sa sœur. Donc, sa sœur qui est une ancienne magistrate où son mari c'était l'ancien bâtonnier de Paris. Donc il y a beaucoup de connexions dans la magistrature. Donc bien sûr, les gens ont fait des liens par rapport, au procès, par rapport à tout ça. Elle avait un comportement, on va dire, voilà, elles sont persuadées que c'est Omar Haddad. Quand il y a eu, les demandes, quand il y a eu les nouveaux ADN, ils ont pas fait de demandes supplémentaires à savoir avec qui ça pouvait matcher, non, pour eux, ils sont convaincus que c'est Omar Haddad, ils ont pas voulu aller chercher plus loin. Donc il y a toute une attitude comme ça de la famille qui est suspecte. Après c'est juste une attitude suspecte, ça veut pas dire que voilà, ça veut rien dire. Donc la famille, en fait, ils ont été un peu, son fils donc est décédé il y a pas très longtemps, Addisson Marshall là. Hem, voilà, donc il y a toujours eu une suspicion comme ça sur, on va dire pour les pros, Omar Haddad, il y a une suspicion, sur une piste intrafamiliale, comme il y a une suspicion sur une piste avec la femme de ménage aussi. Voilà, ce sont des pistes, importantes, mais c'est pour ça qu'ils sont pas très bien vus, on va dire par l'opinion publique. Voilà. C'est-à-dire de traces de lutte. De lutte, vraiment de lutte entre l'agresseur et la victime? Ah OK. Bah, d'après le scénario, en fait, elle s'est juste défendue. C'est-à-dire que de suite, donc elle aurait pris des coups de chevron, sur la tête, donc elle aurait mis ses mains, et puis elle s'est fait, de suite agresser fortement. C'est assez violent, heu, déjà par rapport aux blessures, par rapport,
Donc là, je peux pas vous montrer, mais on a des photos, hein, et voilà, c'est très violent. C'est très violent, donc je pense que et puis elle a aussi un certain âge, oui, non, non, c'est enfin, pour moi, c'est pas choquant qu'il y ait pas eu trace de lutte, voilà, c'est quand même une personne âgée, ça reste une personne âgée, donc elle s'est pas défendue, peut-être qu'elle a pas eu le temps de se défendre aussi, donc ça après je sais pas. D'accord. Est-ce que aujourd'hui on peut parler, entre guillemets, sans rentrer dans les détails, éventuellement une erreur judiciaire? Hem, alors, erreur judiciaire, je sais pas, en tout cas, vous savez, en France, au niveau de la juridiction, il y a le doute, hein, qui est quand même, primordial et le doute dans le droit français doit toujours profiter à l'accusé. Je pense que dans ce dossier-là, heu, on peut se poser la question, c'est peut-être Omar Haddad. Forcé si on pense que, ça s'est réellement passé le 23, et c'est vrai qu'il a un alibi qui est pas très solide. Il y a des petits éléments qui peuvent faire penser, que ça peut être lui. L'enquête de Georges Sancy est, en est elle est très, très, très critiquée, mais voilà, c'est quand même, un professionnel. C'est quand même, les choses ont été, on va dire, à 80 bien faites. On peut imaginer que ça peut être lui, même si c'est très troublant, mais pour moi, il y a trop de doutes dans cette histoire pour pouvoir inculper Omar Haddad. Alors c'est peut-être lui, mais en tout cas, avec, cette enquête-là et avec ce qu'il y avait dans le dossier, on peut pas le condamner. Pour moi, il y a trop de doutes. C'est pas possible de condamner quelqu'un, dans un dossier comme ça. Ça, c'est, en France, c'est vrai que, la justice, ne revient, je crois qu'il y a eu en tout, depuis, l'histoire de la justice, hein, la justice est revenue sur ses propres décisions à je crois que ça se compte sur les doigts d'une main, hein, je crois que c'est maximum 6 fois, 7 fois, maximum. Alors qu'il y a beaucoup d'histoires, hein, beaucoup d'affaires où, on suspecte, voilà, une erreur judiciaire. Ça après c'est la justice française. Il faut vraiment amener des éléments plus que probants pour pouvoir, heu, faire ouvrir une affaire et qu'il y ait un nouveau procès. Pour que la justice admette s'être trompée, c'est très, très compliqué en France. Ouais, OK, et justement la grâce, présidentielle est-elle une reconnaissance implicite, d'un doute? Alors, il y a plusieurs, notions dans la grâce. C'est-à-dire que, par exemple, sur Omar Haddad, c'est une grâce partielle qu'il a eue. Il a été gracié en Ouais, 96 et libéré en 98. Une grâce partielle, ça veut dire qu'il peut sortir de détention, mais il est toujours considéré coupable par la justice. Après vous pouvez avoir une grâce, complète, hein, on va dire, voilà, où c'est vraiment, c'est le droit qu'a donc un président de la République, d'innocenter quelqu'un. Là, ça a pas été le cas sur Omar Wade. Mais une grâce, si vous voulez, c'est sur enfin pour moi, ça devrait même pas exister en France. Alors, est-ce que c'est un fusible qui permet à la justice, voilà, si jamais elle se trompe, de pas reconnaître son erreur, mais qui est, une institution qui permette, de débloquer, une présumée injustice? Je pense que ça existe toujours pour ça, mais pour moi, je dans un, dans un État républicain, si vous voulez, une grâce, ça fait très monarchique. Je suis président de la République, j'ai le droit d'innocenter une personne, juste parce que voilà, enfin, pour moi, ça va pas du tout avec le droit français. Avec, voilà, enfin, pour moi, c'est juste un avis personnel. Donc je pense que la justice se sert de ces grâces, peut-être comme fusible pour, peut-être éviter de revenir sur peut-être une potentielle erreur judiciaire, ouais. C'est vrai, peut-être. OK. Et ben, écoute, il me reste encore 2 questions, puis après on va terminer notre interview. Hem, que reste-t-il aujourd'hui? Une vérité judiciaire ou, une vérité incertaine? Hem, que reste-t-il? Hem, aujourd'hui de l'affaire Omar Haddad, une vérité judiciaire, je pense pas. Je pense pas. Alors oui, il y a une vérité judiciaire. Il est toujours considéré comme, l'assassin de Ghislaine Marchal.
mais comme je te disais tout à l'heure, dans l'opinion publique, en fait, il est déjà innocenté par tout le monde quasiment. Même les gens ne pensent qu'il est innocent, pensent qu'il a été, innocenté dans cette affaire, alors que pas du tout, il est toujours coupable et qu'est-ce qui nous reste de ce dossier? Beh, il reste qu'il a fait surtout avancer, c'est grâce à cette affaire-là qu'aujourd'hui on a droit à un deuxième procès, donc c'est quand même pas rien et donc moi je retiens de cette affaire ça, c'est-à-dire, je vais pas aller jusqu'à l'erreur judiciaire parce que j'en ai pas la certitude à 100. En tout cas qu'on ait condamné quelqu'un alors qu'il y avait des gros doutes, ça oui, j'en suis convaincu, mais surtout l'affaire Omar Haddad, c'est une affaire qui va au-delà d'un homme. Je vous dis, c'est une affaire politique. Dans un moment, donc on est, dans les années 90, c'est le SOS racisme, touche pas à mon pote, c'est vraiment cette période-là et surtout la phrase de Vergès qui a, voilà, qui va faire basculer le procès, heu sur une question politique, Mmh. quand il va sortir, du procès et qu'il va dire, «Il y a 100 ans, on condamnait un homme parce qu'il avait le tort», en parlant de Dreyfus, en condamnant un homme, juste parce que, je me souviens plus exactement la phrase. «Il y a 100 ans, on condamnait un homme parce qu'il avait le malheur d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le malheur d'être maghrébin». Ça, c'est la phrase qu'il a dit et c'est la phrase, c'est la phrase qui marque en fait, l'affaire Omar Haddad. Alors qu'il a très mal défendu pendant le procès, mais par contre là, cette phrase-là a marqué et a fait basculer cette affaire, criminelle dans une affaire politique. Donc moi c'est ça que je retiens en fait beaucoup de cette affaire et on n'est pas assez resté sur l'enquête, ju criminelle, pure, quoi. Hem, Moi je pense que la justice, elle devrait évoluer. Hem, pour moi, elle évolue pas assez, en par rapport au monde, d'aujourd'hui. Et notamment sur des affaires médiatiques. Alors elle a un peu évolué maintenant parce qu'il y a trop de monde, en cour d'assises, donc elle a créé la cour criminelle. Si vous voulez, c'est la comment dire? Pour résumer ça, c'est ce sont pour des périodes, pour des gens qui devraient passer en cour d'assises, en fait, c'est des procès qui vont très vite et il y a pas de jury populaire. C'est quand vous avez déjà l'assassin, l'arme du crime, enfin voilà, où la personne dit: «Oui, bon, c'est bien moi», donc ça permet de juger, rapidement. Donc c'est la seule évolution qu'il y a eu, c'est par rapport à ce cours criminel. Il y a eu cette évolution aussi par rapport donc au procès d'appel qui était important. Et pour moi, dans toutes les affaires médiatiques, et notamment je pense à l'affaire Jubillar par exemple, où c'est pas normal qu'un juré, qui est tiré au sort, qui se retrouve, à juger un homme, connaisse déjà, 80 d'une affaire. Qui arrive déjà dans une cour d'assises avec un avis. Heu, je les tous les jurés qui vont être tirés au sort, sur le procès d'appel du Jubilard, ils connaissent tous l'affaire Jubilard. Ils auront déjà un avis avant de voir, Jubilard entrer dans le box et ça, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'un juré ne doit découvrir l'histoire, l'affaire au tribunal et je pense qu'un jury populaire dans des affaires médiatiques, pour moi, c'est très compliqué et je pense qu'il devrait y avoir quelque chose là, avec peut-être un jury de magistrats professionnels, comme il y a en cours criminelle. Pour moi, ça, c'est mon avis et je pense que ça devrait évoluer là-dessus. Après, le jury populaire, c'est très bien, mais est-ce que l'opinion publique peut, l'opinion de personnes peut, comme ça, jouer sur la vie d'un homme? Et on voit qu'il y a beaucoup d'affaires en ce moment où vous avez des personnes qui sont condamnées, heu, alors qu'il y a énormément de doutes. Alors oui, alors après c'est, voilà, c'est est-ce qu'on décide de mettre, est-ce qu'il vaut mieux mettre, un innocent en prison et que plutôt, ou est-ce qu'il vaut mieux pardon, toutes les formules, je les rate là. C'est un innocent en Il y a pas de prison ou mal, je me souviens plus la formule. il y a pas de mal. Eh ben, écoute, bah, c'est pas grave, hein, ça sera pour une prochaine fois. Écoute, Corbeau Blanc, en tout cas, je voulais te remercier, d'avoir accepté pour parler de cette affaire qui est fort intéressant
et je pense que ça sera pas la dernière qu'on fera ensemble et donc du coup, je te laisse le mot de la fin. C'est-à-dire le mot de la fin, je dis ce que je veux? Tu dis ce que tu veux. Alors, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur sa chaîne. Vous trouverez le lien description sous la vidéo et honnêtement, allez-y, hein, abonnez-vous à sa chaîne. C'est ça, ouais, je vais rajouter juste un truc parce que c'est quand même très, très, très important, c'est-à-dire qu'on Vas-y, fait de l'analyse, j'enquête pas, on c'est que de l'analyse l'analyse. et avec de l'hypothèse et on respecte toujours la présomption d'innocence. Ce sont que des hypothèses, voilà, donc ça, c'est très important. Voilà. Yes, yes. Donc n'oubliez pas de partager la vidéo et de liker. Je vous dis à très bientôt et surtout, hein, allez sur le lien en dessous puis abonnez-vous à sa chaîne. Bonne soirée à vous, je vous dis à très bientôt.